Bonjour à tous. Alors, je suis Johanna Barras, je suis historienne, membre du conseil scientifique de Rivesaltes, mais je suis surtout déléguée adjointe de la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, où je suis chargée en particulier des questions d'éducation, d'enseignement supérieur et de mémoire. Alors un petit mot sur la DILCRA et sur ses missions pour que vous compreniez à la fois d'où je parle et quelles sont la nature de mes réflexions. Donc la DILCRA, c'est une administration rattachée au Premier ministre qui est chargée de la conception et de la mise en œuvre de plans de lutte contre la haine raciste, contre la haine antisémite, contre la haine homophobe. Des plans de lutte, très concrètement, ce sont un ensemble de mesures mises en œuvre à la fois par elles-mêmes, par les ministères, les administrations, mais aussi la société civile, dans différents domaines. Et parmi lesquels, et je vais essayer de vous le montrer aujourd'hui, les questions et les enjeux mémoriels occupent une place absolument centrale. Et ce sont donc ces enjeux que je voudrais explorer aujourd'hui avec vous, autour de deux questions à la fois simples et extrêmement vastes, qui sont pourquoi et comment. Pourquoi cette priorité? Pourquoi cette centralité des enjeux mémoriels dans la lutte contre la haine? Et puis comment cela se traduit ou pourrait se traduire concrètement, opérationnellement, en politique publique? Alors d'abord, pourquoi? Finalement, qu'est-ce que la mémoire a à voir avec cette question sur laquelle je me concentrerai aujourd'hui, qui sont celles du racisme et de l'antisémitisme? Pour le comprendre, en fait, il suffit de reprendre la définition de ce qu'est la mémoire collective, qui a été donnée dans ce cadre même par Denis Péchanski il y a quelques semaines. Définition que je vous redonne et qui est la suivante. Il dit « La mémoire collective, c'est une représentation sélective du passé qui participe à la construction identitaire d'un groupe. » Et donc, sur la base de cette définition, on comprend assez rapidement à quel point le rapport entre la question de la mémoire, du vivre ensemble, du racisme et de la haine sont étroitement imbriqués. Alors quand on parle de mémoire collective, on parle évidemment de la mémoire de la société dans son ensemble, de la mémoire de la communauté nationale, mais ce sont aussi évidemment les mémoires de toutes ces composantes collectives, sociales, politiques, professionnelles, mais aussi, et c'est le sujet aujourd'hui évidemment, mais aussi à toutes ces communautés d'appartenance ou d'affinité, qu'elles soient d'origine ou religieuse. Et donc, les mémoires, les mémoires, elles sont par définition plurielles. Et puisqu'elles sont plurielles, elles sont parfois rivales et parfois même, et trop souvent, conflictuelles. Alors ces conflits plus exactement, ils tirent leur source de plusieurs éléments. D'abord parce que ces mémoires, elles alimentent la mémoire nationale ou le roman national de façon différentielle. Et donc des groupes, des catégories de population, voire des communautés peuvent légitimement avoir le sentiment que la mémoire nationale, que la mémoire collective, le roman national, dont on évoquait le terme tout à l'heure, ne fait pas suffisamment place, ne fait pas suffisamment part à leur propre histoire, à leur propre mémoire. Et puisque, on l'a dit, le lien entre mémoire et identité est absolument déterminant, on voit bien comment se noue ici, autour de cette question, le passé et le présent, et comment on peut passer d'un sentiment de relégation mémorielle à des interrogations, voire même à des doutes sur son identité, et ressentir un sentiment d'exclusion vis-à-vis de l'appartenance commune, contemporaine. Et donc ces interrogations et ces doutes, ils peuvent être d'autant plus vifs et d'autant plus douloureusement ressentis que à des demandes légitimes à nouveau de reconnaissance historique, de reconnaissance mémorielle, que ces demandes, elles se heurtent trop souvent à des réactions courroucées, voire épidermiques, qui prennent la forme de déclarations de rejet, de refus de ce qui est alors appelé la repentance, ou de présentation de l'histoire comme un bloc inamovible et figé, qui n'appartiendrait finalement qu'à une partie ou à la majorité de la population. La difficulté, c'est que, et vous le savez évidemment,
ce dont on n'a pas le souvenir existe bel et bien. On peut pas imaginer que oublier fait disparaître. Et tous ceux qui se sont déjà allongés sur un divan le savent pertinemment. Non seulement l'oubli ne fait rien disparaître, mais plus encore, ce qu'il recouvre de son voile persiste, blesse, et nous conduit collectivement à répéter, à bégayer et nous empêche d'avancer. L'occultation de ces mémoires, elle crée parfois des frustrations, elle alimente des formes de repli, mais aussi, et c'est particulièrement dommageable, des formes de concurrence mémorielle et victimaire qui ont des répercussions contemporaines et qui minent trop souvent notre capacité à faire nation. C'est par exemple l'idée trop répandue qu'il y aurait deux poids deux mesures, ou que certaines mémoires ou certains groupes seraient mieux traités de d'autres, qu'il y en aurait, pour le dire les choses très crûment et très clairement, par exemple qu'il n'y en aurait que pour les juifs ou que pour telle et telle catégorie de la population. Ce sont aussi ces frustrations, ces difficultés, dans un autre ordre d'idées, les débats et les polémiques sur le déboulonnage de statuts, sur lesquels on peut évidemment avoir un regard critique, auxquels on peut évidemment s'opposer, mais sans pour autant balayer d'un revers de la main la nécessité impérative de réfléchir collectivement à la place et à la visibilité de la mémoire et des mémoires dans l'espace public. À côté de ces éléments, à côté de cet inégal accès à la mémoire collective qu'il nous faudrait dépasser, mais qui n'est pas nécessairement le résultat d'un plan conscient ou volontaire d'exclusion d'une partie de la population, mais à côté de ces occultations, il y a aussi, et c'est important de le souligner, des formes de falsification et de perversion de la mémoire qui, elles, sont proprement idéologiques, racistes, bien entendu antisémites, et je pense en premier lieu, évidemment, au négationnisme, qui vise précisément à l'effacement de la mémoire. Le négationnisme, d'abord monstrueux de la Shoah, et vous le savez, malheureusement, Faurisson a encore bien des émules qui ont même tendance à se multiplier à la faveur des réseaux sociaux qui leur procurent à la fois une chambre d'écho considérable, et aussi une possibilité de s'hybrider avec d'autres formes de rejet, avec d'autres formes de repli, avec le complotisme, avec des théories conspirationnisme, mais aussi, encore une fois, avec des théories comme celle du grand remplacement. Donc un négationnisme qui n'est pas en perte qui n'est malheureusement pas en perte de vitesse, et qui est extrêmement inquiétant. Et à côté de ce phénomène, à la fois spécifique par son ampleur, par son histoire, et ses formes, il y a aussi d'autres formes de falsification, d'autres formes de révisionnisme, qui ont également des visées excluantes, voire racistes, et qui font totalement fi des apports de l'histoire. Et là, ici, on peut penser aussi bien aux émorades sur l'absence de responsabilité de la France dans la déportation des Juifs, par exemple, mais aussi toutes les formes qui sortent parfois des réseaux sociaux pour atteindre les plateaux de télévision, voire le discours politique, toutes les formes de banalisation ou de minimisation de l'esclavage et de la colonisation, l'esclavage crime contre l'humanité, faut-il le rappeler, ou toutes les élucubrations sur les bienfaits de la colonisation. Alors, ne nous y trompons pas. La plupart de ces sorties politico-médiatiques n'ont rien à voir avec le souci de l'histoire ou de la vérité. Ce ne sont pas des débats historiographiques. Il ne s'agit pas ici d'établir des faits, de les confronter, de les analyser. Il s'agit tout simplement de l'expression d'un rejet non pas seulement de l'autre en réalité, mais de nous-mêmes. Ce qui s'exprime à travers ces sorties, c'est le rejet, le refus de la France telle qu'elle est, dans sa diversité, dans la diversité des parcours qui la composent, des expériences, et donc de la diversité de ses mémoires. Alors, que faire ? Comment, du point de vue des pouvoirs publics, qui est le mien aujourd'hui, on peut mobiliser cette question des représentations du passé
Et comment est-ce qu'on peut la travailler et travailler ensemble à rendre ces représentations peut-être moins sélectives, plus inclusives en tout cas, et surtout à même de nous permettre de vivre ensemble. Ce qui est intéressant, je crois, à dire ici, c'est que dans toutes les réponses qu'on peut apporter, la place des lieux de mémoire et d'histoire, la place des mémoriaux, comme celui de Rivesaltes en général et de celui de Rivesaltes en particulier, est absolument centrale. Je dis celui de Rivesaltes en particulier parce que sa singularité, de par la durée de son fonctionnement et surtout par la diversité des populations qui ont vécu de façon différente d'ailleurs l'expérience de l'internement, lui confère un rôle tout particulier. Alors, que faire face à l'oubli ou face à la sélection trop étroite des pièces du roman national et face en même temps aux entreprises de falsification. Et ben, que faire d'abord et avant tout de l'histoire. Faire de l'histoire, encore une fois, pour les pouvoirs publics, c'est encourager la recherche, c'est encourager sa valorisation, sa vulgarisation, sa traduction autant que possible rapide dans les programmes scolaires, dans les programmes d'enseignement, dans les manuels. Et c'est contribuer à rendre cette histoire accessible dans des lieux comme celui-ci, d'abord, auprès des scolaires, bien sûr, mais pas seulement auprès des scolaires. Il faut le dire et le rappeler, les adultes aussi, les jeunes et les moins jeunes, ont aussi besoin de ce type de connaissances. Et donc faire l'histoire de la population et des histoires individuelles et collectives dont elle est tissée, faire l'histoire dans toute sa complexité, faire l'histoire du racisme, faire l'histoire de l'antisémitisme, en comprendre les mécanismes, en comprendre les caractères communs, voire universels, autant que leur singularité. Tout ceci, j'en suis convaincue, contribuera à donner les moyens aux Français, jeunes et moins jeunes, au moyen de la vigilance face aux mensonges historiques, en apportant à la fois de la connaissance, mais aussi des méthodes, puisque cette vigilance, elle s'appuie encore une fois sur la connaissance de ce qui s'est passé, mais aussi sur la capacité à comprendre ce qu'est une source, ce qu'est un document, ce qu'est un témoignage, et comment comment les historiens travaillent ce matériel pour en tirer des faits et les analyser. Et toutes ces choses, ce sont des choses qu'on touche du doigt quand on visite un mémorial comme le mémorial de Rivesaltes, des choses auxquelles on se familiarise, voire auxquelles on se forme quand on est par exemple un enseignant. Mais la mémoire, et c'est une évidence, c'est même sa définition, ça n'est pas que la mémoire savante. Évidemment, la mémoire savante l'alimente, mais elle trouve aussi d'autres biais et d'autres manières de se construire et de se diffuser. Et donc c'est aussi le rôle des pouvoirs publics de contribuer à son évolution à travers la littérature, à travers le cinéma, à travers le spectacle vivant, à travers les séries télévisées évidemment, qui est aujourd'hui un vecteur très important. Et c'est de contribuer justement d'abord à la possibilité pour les œuvres d'exister, et donc là on parle très concrètement d'accompagnement financier, de production évidemment, mais aussi de permettre leur diffusion, de permettre la diffusion de ces œuvres qui reconfigurent la mémoire, de permettre leur diffusion la plus large possible. Dans les classes, dans les salles de spectacle, dans la rue parfois, et évidemment dans les lieux de mémoire et d'histoire comme Rivesaltes, dont la programmation culturelle est à ce titre, à mon avis, extrêmement intéressante et exemplaire. Donc il s'agit de faire de l'histoire, il s'agit de partager de la culture et au final de fabriquer du commun. De se construire à partir de nos mémoires, de nos mémoires plurielles, de nos mémoires rivales, de nos mémoires conflictuelles, de construire une histoire commune, une histoire de notre pays et une histoire de sa population. Et je crois que ça fait partie des missions que s'est donné les mémorials, et ça fait partie des raisons pour lesquelles la DILCRA s'enorgueillit de ce partenariat qui a amené, j'en suis certaine, à se poursuivre et à s'approfondir.
Voilà, j'en ai terminé pour ces quelques réflexions rapides. Je vous invite évidemment à poursuivre la réflexion, à partager, si vous le souhaitez, vos commentaires, vos questions et vos réflexions, pour que nous puissions, si vous le souhaitez, ouvrir un dialogue. Et vous retrouverez également cette vidéo sur le site du mémorial. Merci à tous et bonne journée.